Quelle que soit sa perte, on a tous besoin de respecter notre propre processus de deuil. Et le processus de deuil contient plusieurs étapes qu'il est important de respecter. Si je vous explique ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'à certains moments de ma vie, j'aurais bien aimé qu'on m'explique ça, j'aurais bien aimé le savoir, peut-être ça aurait été un petit peu moins dur. Et la deuxième raison, c'est parce que je pense que c'est une rééducation qui se passe là-dedans, une réadaptation à la vie, avec un grand V, et que c'est pas tourner la page, c'est pas passer à autre chose, c'est simplement continuer à vivre et se permettre de réécrire de nouveaux chapitres. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer qu'on ne doit pas brûler les étapes, qu'on ne doit pas aller trop vite en besogne, sinon on va droit dans le mur quand il s'agit d'un processus de deuil. Si je vous explique ça, c'est parce que j'avais fait une vidéo l'année dernière qui s'appelait « Est-ce que c'est grave, docteur ?» Je vous mets le lien juste ici, qui expliquait qu'il existe deux types de pathologies, les pathologies qui sont curables et les pathologies qui sont incurables. Les pathologies qui sont incurables nécessitent un processus de deuil. Tous les jours, je vois au cabinet des gens qui sont amputés, des gens qui sont hémiplégiques, des gens qui sont tétraplégiques, des gens qui ont des cancers, etc. Tout ça, ce sont dans les pathologies incurables, naturellement. Et toutes ces personnes-là ont besoin de faire un deuil de leur vie passée à eux. Et il y a aussi, naturellement, le processus de deuil quand on perd quelqu'un de notre famille, quand on perd quelqu'un qu'on aimait, et donc d'essayer de continuer à vivre sans cette personne. Alors selon les classifications, selon les ouvrages, on aura 7 étapes ou 5 étapes. À mes yeux, c'est pas du tout important. Ce qui est important à comprendre, c'est la symbolique de chaque étape et comment elles fonctionnent les unes avec les autres. La première étape, c'est le déni. Le déni, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Donc on a tendance à avoir un système qui va bloquer les émotions et qui va faire croire à la conscience que c'est pas possible ce qui arrive, que c'est impossible. Et donc non, cette personne n'a pas pu mourir. Ou non, je n'ai pas pu, je ne sais pas moi, perdre ma jambe dans un accident. Ce processus-là, ça s'appelle le déni. Et souvent, c'est lié à une espèce d'isolement de la réalité. C'est un peu le même mécanisme que la perte de connaissance, au point de vue physiologique. C'est que la douleur est trop forte et le cerveau dit non, je mets un truc par-dessus parce que la douleur est trop forte. Le choc est trop puissant, c'est pas supportable. Et donc, quand on perd connaissance, le choc d'une douleur nous fait blackout pendant... ça dépend du choc, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de facteurs. Mais la plupart du temps, c'est pour bloquer la douleur. Et là, en l'occurrence, c'est une douleur émotionnelle qui est tellement intense qu'on ne peut pas supporter ça. C'est impossible d'avoir tout de suite la perte et puis se dire « oui, cette personne est morte ». C'est pas possible. Donc, l'esprit fait ça. Il bloque la douleur, il bloque l'émotion pour empêcher de réaliser la réalité. Bref, c'est un mécanisme de défense qui est parfaitement normal. La deuxième étape, c'est la colère. C'est une nouvelle émotion qui arrive, c'est une émotion qui commence à avoir la possibilité d'arriver, et elle a la possibilité d'arriver parce que le déni, l'isolement, commence à avoir un peu moins de force. Et la réalité reprend un petit peu le dessus, et quand la réalité reprend un peu le dessus, ce qui vient en premier lieu, c'est de la colère. C'est pas encore de la tristesse, c'est plus du déni, c'est de la colère. Alors là, à ce moment-là, la colère, elle peut être dirigée vers différentes personnes ou différents symboles. Parfois, la colère va être dirigée contre la personne qu'on estime être responsable de la perte. Parfois, ça peut être dirigé contre la personne qu'on a perdue, justement. Parfois, ça peut être dirigé contre son conjoint. Dans tous les cas, chacun trouvera, malgré tout, à diriger sa colère contre quelqu'un. Ou quelque chose, mais quelque chose ou quelqu'un qui symbolisera, qui malheureusement prendra tout en première ligne, de la colère qui commence à ressurgir de la personne qui est en deuil. En l'occurrence, personnellement au cabinet, j'ai très souvent des gens qui ne respectent pas ces étapes, non pas qu'ils ne veuillent pas les respecter, mais qu'ils ne les connaissent pas, ou alors qui sont mal entourés. Et malheureusement, quand une personne vient au cabinet, par exemple, une personne qui vient d'avoir un accident vasculaire, et qui est complètement hémiplégique, qui a perdu la vue d'un côté, enfin bref, c'est une horreur, et bien parfois,
C'est contre moi que la colère est dirigée. Ce qui est important, c'est la réaction de la personne qui reçoit la colère aussi. Si je ne lui laisse pas à cette personne exprimer sa colère, ça veut dire que je bloque ses émotions. Et c'est très néfaste ça, de bloquer les émotions de quelqu'un. Donc si j'ai besoin d'être le réceptacle de sa colère, si j'ai besoin de prendre sa colère de plein fouet, eh ben c'est mon rôle. Si ma femme, si mon frère, si ma mère a besoin d'exprimer sa colère par rapport à un deuil qu'il ou elle est en train de vivre, et que c'est contre moi que c'est dirigé, eh ben c'est pas à moi de prendre la mouche, parce que peut-être que ces personnes-là ont besoin d'exprimer leurs problèmes, ont besoin d'exprimer leurs émotions. Au même titre que dans l'étape d'avant, si ces personnes-là avaient besoin de me dire « mais non, aucun problème, je vis très bien », et qu'elle est dans la phase de déni, et qu'il y a une sorte d'isolement, pareil, c'est pas à moi de toquer à leur porte pour leur dire « mais enfin, est-ce que tu réalises ?» Il faut respecter aussi les étapes de chacun. La troisième étape, c'est l'étape de culpabilité qui est souvent associée à ce qu'on appelle le marchandage ou le bargaining, c'est-à-dire qu'on est en train de négocier avec soi-même et qu'on essaye de défaire les liens qui sont en train de se faire d'un point de vue émotionnel. Cette étape-là, elle vient du fait qu'on sent qu'on a une vulnérabilité qui commence à apparaître de manière un petit peu trop grande et une impuissance absolue. On a l'impression que on peut négocier avec l'histoire. Si seulement j'avais fait ça, peut-être que ça ne serait pas passé autrement. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose qui a pu entraîner ces douleurs, ces pertes? Est-ce que je suis pas responsable? Bref, il y a tout un truc au niveau narcissique qui se passe, de la culpabilité, de la douleur et de l'impuissance. La quatrième étape, naturellement, c'est tout ce qui va toucher à la dépression. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur les différents types de dépression qu'il existe. En revanche, la dépression qui suit un deuil, eh ben encore une fois, elle est normale. Quand on ne peut pas accepter l'inacceptable, qu'il y a tellement de choses qui sont remises en cause dans notre propre vie, c'est normal aussi d'avoir besoin d'exprimer ça. Et le fait d'être déprimé, le fait d'avoir un épisode dépressif, c'est aussi une sorte d'expression de ses sentiments. Et chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son histoire, en fonction aussi de ses hormones, en fonction de son fonctionnement cérébral, en fonction de plein de facteurs, en fonction de son environnement aussi, bio, psycho, social, etc., et bien évidemment, chacun va réagir différemment. Chacun va avoir un épisode dépressif qui sera plus ou moins grand, qui sera plus ou moins intense, qui sera plus ou moins long, en durée en tout cas. Chacun va vivre sa dépression, va vivre sa douleur d'une manière différente. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. Alors, on peut l'appeler encore une fois comme on veut, selon les ouvrages, peut-être qu'il y aura une petite étape intermédiaire, etc., mais peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que malheureusement, cette étape n'est pas offerte à tout le monde. Comme je disais dans l'introduction, comme je disais au début, si on ne respecte pas les étapes, si on ne respecte pas leur durée, leur particularité, parce que ce sera différent chez tout le monde, eh ben on peut ne jamais arriver à la phase d'acceptation. La phase d'acceptation correspond donc au moment où on commence à réécrire un nouveau chapitre, où on commence à avoir les autres étapes qui prennent de moins en moins de place et qu'on peut mettre de côté. La plus grosse partie, c'est l'acceptation, c'est la reconstruction, c'est la réadaptation à la vie courante. Naturellement, cette vie courante est une nouvelle vie, une vie pendant laquelle on n'a plus soit les fonctions de son corps, soit la personne aimée. Naturellement, c'est une nouvelle vie. Et parfois, cette phase d'acceptation est un petit peu mélangée avec la phase de dépression. Dans le sens où c'est très très difficile de dire telle phase est finie, on passe à telle phase, cette phase-là ne reviendra plus, etc. Je dis c'est très difficile, mais c'est quasiment impossible même. Donc parfois on a encore quelques symptômes de difficulté, de manque d'énergie, de manque de goût à la vie pendant le début de la phase d'acceptation. Donc c'est très difficile quand on voit quelqu'un en deuil ou quand on est soi-même en deuil de dire ah bah voilà, je suis à telle étape ou il ou elle est à telle étape. Pour conclure, 2-3 petits conseils qui sont à mes yeux fondamentaux. La première chose, c'est que si c'est vous qui êtes en processus de deuil, n'essayez pas de refouler les étapes, n'essayez pas de refouler le processus entier. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Donc il faut aussi, non pas en faire une identité, mais ne pas non plus les refouler, les mettre de côté complètement, parce que la société vous demande d'être fort, etc. À chaque processus émotionnel, son étape. Vous avez des émotions, vous avez des sentiments, laissez-les sortir, et surtout, essayez de bien vous entourer. Si vous êtes face à quelqu'un
qui est en processus de deuil, eh bien, le niveau de votre engagement émotionnel, le niveau de votre relation, déterminera la façon dont vous allez vous comporter. Naturellement, si c'est votre voisin, vous n'allez pas aller voir le même investissement que si c'est votre femme, ou votre mari, ou votre frère, ou votre sœur, ou votre père, ou votre mère, ou votre enfant même. Et je pense qu'il est hyper important de connaître tous ces processus, et de savoir que on doit respecter chaque émotion qui va venir de la personne qui est en deuil. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête, parce que ça permet d'être disponible, ça permet d'être à l'écoute, ça permet de faire un câlin, ça permet d'essayer de changer les idées de temps en temps, et de savoir que la personne en est là dans son économie psychique, elle en est là dans sa douleur. Deuxième chose hyper importante à savoir aussi, c'est que malheureusement, ces 5 étapes peuvent interférer. C'est pas un beau cercle, un beau cycle qui dure 1 mois chacun. Malheureusement, l'étape 1 peut arriver en étape 2, l'étape 3 peut arriver avant l'étape 2, et ça, malheureusement, ça peut interférer. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs étapes. C'est de comprendre que chaque étape peut prendre la place de l'autre, puis revenir, puis repartir, puis être refoulé. C'est pas un beau chemin hyper facile avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Fin de l'histoire, on écrit un nouveau chapitre. J'essaye de le synthétiser le plus simplement possible, mais malheureusement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que quand on a face à nous quelqu'un qui est en deuil, ou quand on est soi-même en deuil, eh ben, si on se base un peu trop sur ces principes-là, on va se dire, mais enfin, c'est pas possible, j'avais fait l'étape 2, ou alors, mais il n'était pas déjà en train d'être dans l'acceptation, lui, et puis il est reparti à être agacé. Il faut pas considérer que c'est aussi scindé. Troisième et dernier conseil, ce qui est très important, c'est de ne pas essayer de résister face à vos émotions. Vous ne pouvez pas essayer de lutter contre l'inacceptable. Vous ne pouvez pas essayer de lutter contre votre émotion. Elle est là, elles sont là, et vous ne pouvez pas les refouler de manière indéfinie. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains et certaines, que ce soit pour leur propre deuil, que ce soit un deuil d'une personne ou le deuil de son propre passé. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube pour d'autres vidéos bientôt. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.